Donc, comme vous avez parlé, vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'origine, vous avez parlé de vos activités, notamment le Daoura, les Majlis, les Nadwa. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est que vous me dites, c'est quoi finalement les résultats à partir de tout ce que vous faites. Qu'est-ce que finalement ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à la population mahoraise? Je dirais qu'à travers toutes les activités que nous réalisons depuis 2004 à nos jours, il y a beaucoup de fruits. Et je dirais même que seul l'aveugle ne voit pas ces fruits-là. Mais ils sont là. J'y viens, madame. Premièrement, en ce qui concerne les Daoura dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes, notamment ceux qui ont participé à cette activité-là, qui connaissent mieux leurs origines, leur culture. Et même, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai assisté à un Daoura où il y a M. Rastanis Pello, le président de l'association Chimé, qui est venu nous apprendre les mots basiques, ou ne serait-ce que comment compter en chimaoré. Et moi, c'est la première fois, c'est là où j'ai appris à compter en chimaoré. Aujourd'hui, je sais comment on dit 1000, je sais comment. Donc, pour citer un exemple, mais il y en a plein, les jeunes qui ont assisté au Daoura, et même les parents en témoignent qu'une fois leurs enfants retournés à la maison, eh bien, sont d'autres enfants qui rentrent chez eux, des enfants qui connaissent mieux leur religion, qui apprennent à leurs parents ce qu'ils ont appris au Daoura, les prières nocturnes notamment, et beaucoup d'autres choses. Et à travers cette Daoura également, il y a eu des ouvrages qui ont été écrits par les élèves, parce que à chaque Daoura, il y a un thème bien précis qui est traité. Donc à l'issue du Daoura, il y a un examen qui est organisé, donc les lauréats d'un des Daoura qui a été organisé, ils ont sorti un ouvrage sur le thème qui a été réalisé. Il y en a plein, mais pour dire que cela sur le Daoura, en ce qui concerne les Majlis, notamment les grands Majlis de Rajab que nous organisons, qu'on fait venir des intervenants du monde entier, venus un peu partout du monde. Je pense notamment à l'Inde, la France, le Kenya, et j'en passe. Aujourd'hui, Mayotte, qui est une toute petite île sur le globe, que même, on a du mal à le situer. Aujourd'hui, Mayotte est connue à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, grâce au Majlis, et même dans les pays qui n'ont jamais participé à ce Majlis, mais ils savent qu'à Mayotte, à une telle période, il y a un grand Majlis qui est organisé, et beaucoup aimeraient venir assister à cet événement mondialement connu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait que Cheikh Buhari, quand il rentre chez lui, devant son assemblée, il faut savoir que c'est un fondateur d'une université, des écoles, qui a à sa charge 20 000 élèves. Devant son assemblée, il parle de Mayotte. Il parle de Mayotte, ça, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis il parle de Mayotte devant cette assemblée. Et il y a également un cheikh de la Mecque, une fois, qui est venu à Mayotte. Aujourd'hui, on sait que devant la Kaaba, il fait des dons pour Mayotte. Et Mayotte a besoin de dons, de la baraka de ces gens-là. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une mondialisation, et Mayotte essaye de s'insérer dans cette mondialisation, pas que économique et tout ça. Oui, il y a cette partie-là, mais on veut vraiment la totale pour Mayotte. Donc, nous, on a choisi la voie de cet islam qu'on disait tout à l'heure, de paix, de tolérance, qui a besoin d'être propagé dans un monde aujourd'hui où les guerres sont présentes, où voilà, donc... c'est vraiment là, ça rejoint vraiment le nom de l'association, association de partage culturel et d'ouverture. Donc, ce Majlis-là, il est complètement dans cet esprit d'ouverture et de partage. Donc les autres qui viennent d'autres pays, ils viennent voir l'islam de notre territoire, et ils ramènent une bonne image de Mayotte à l'étranger. Donc c'est une promotion de la culture mahoraise à l'étranger. Donc c'est vraiment... Ça répond à la question que je voulais vous demander d'ailleurs. Quel intérêt de faire venir des gens de l'extérieur alors qu'à Mayotte, on a des grands fondis qui sont là, qui peuvent nous parler de l'islam? Donc ça répond en partie à cette question. Si vous avez d'autres choses à développer là-dessus, quel intérêt justement? On a des grands fondis, on a... Justement, vous-même, vous m'accordez à dire qu'aujourd'hui, tout le monde mange du riz, mais à un moment donné, il faut qu'on change.
Avant, on ne mangeait pas des pâtes. Et c'est quelque chose qui est nouvellement rentré. On l'a accepté sans le régner. Pourquoi leur refuser des gens d'un regard extérieur? Il faut savoir que, juste, on parlait par exemple, des pays étrangers. Mais je peux dire justement en Grande Comore, Mayotte n'a pas jamais eu une bonne image. Mais là, à force de Majlis, là on est vu autrement. Et c'est ce qu'on veut. Regarde ce qu'on appelle, on parle souvent de ce terme qui a été créé il n'y a pas si longtemps, coopération régionale. Oui, oui. Et maintenant on est en plein dedans. C'est pourquoi moi j'ai dit CG, le CG, le conseil départemental, a participé. Et c'est pourquoi les gens se posaient la question, pourquoi il a donné tellement d'argent en fait. On sait que toute association a besoin de financement. Justement, c'est là où on va, peut-être ma collègue va aboutir. Donc, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est pas quelque chose d'exception, c'est pas exceptionnel. Donc, c'est quelque chose Conseil général a vu que c'est quelque chose qui répond à son thème. Donc, c'est pourquoi il a dit, bon, je finance. Donc, quand on dit coopération régionale, d'abord, souvent je me souviens, on disait qu'il faut que, pas que Mayotte qui doit donner, il faut qu'il reçoive. Maintenant, on est en plein temps. Donc on reçoit. Voilà, on parle d'une coopération régionale gagnant-gagnant. Donc nous avons des Indiens qui sont venus ici, nous sommes dans le même océan Indien, ils sont venus à Mayotte découvrir l'islam de Mayotte et ils ont pris cette image, ils l'ont emmenée en Inde. Donc Mayotte est connue en Inde avec de très bonnes images. Pareillement, ceux qui viennent du Kenya, qui sont venus nous apporter des connaissances, mais qui sont partis avec une richesse culturelle de Mayotte et qu'ils ont ramené chez eux. Pareillement pour ceux qui viennent de Maka, eh ben, à Maka, ils ne connaissaient pas Mayotte. Ils disaient, vous êtes d'où? Ben, les Maorais sont obligés de dire qu'ils viennent de Djouzur Comore, des Comores. Alors qu'ils ne sont pas de nationalité comorienne, vous êtes français. Qu'est-ce que vous êtes Maorais, vous êtes comorien et puis français. Donc, Mayotte est connue à Maka pour être des Maorais, donc différents des Comoriens qui sont eux de nationalité comorienne. Donc il y a tous ces échanges-là qui fait une promotion de Mayotte, qui fait une richesse de Mayotte qui part à l'extérieur. Mayotte maintenant est connue dans le monde grâce à ces majlis, grâce à cette association. Et en complément, pour répondre à votre question, pourquoi aujourd'hui Mayotte en fait a signé une convention avec l'Inde. Je vous disais tout à l'heure, des gens qui ont des madrasas chez eux, aujourd'hui il y a une convention qui existe entre Mayotte et ces territoires-là. Si aujourd'hui vous voulez envoyer vos enfants, oui, vous voulez envoyer vos enfants pour aller étudier dans ces universités-là, la convention elle est là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Et justement, ça sera des sciences qui, une fois qu'ils seront acquises, de retour chez eux, les enfants, ils ne vont pas aller en contradiction avec ce qui existe à Mayotte. Ça sera qu'une continuité. Donc les bienfaits, ils sont, je pense juste qu'on n'a pas assez de temps pour développer tout ça, mais il y en a plein comme ça. Même la conférence récemment, nous avons eu les plus grands chercheurs de France qui sont venus à Mayotte pour des conférences. Donc bon, pour ne pas aller trop dessus. Vous avez tout à l'heure parlé de coopération régionale et du conseil départemental. J'aimerais vraiment savoir, parce que j'entends que vous faites beaucoup de choses et beaucoup de choses qui nécessitent des financements. Quelle est la source de vos financements pour cette association? Voilà, en fait, pour le financement, chaque membre en fait, de l'équipe donne une cotisation. Donne une cotisation en fait. Parce qu'on a commencé comme ça, chacun donne ce qu'il peut et petit à petit on avance. Et donc pour la participation aussi, on peut dire, du conseil départemental, ça ne date que de l'année dernière, si je me trompe pas. Il y a 2 ans. Donc jusqu'alors, on a reçu aucune aide extérieure à part en fait nos propres œuvres. Donc pour aller plus profondément dans les finances, l'association, comme toute association, vit avec les cotisations des adhérents, les cotisations des membres actifs. L'association vit de dons et l'association vit de subventions. Nous dirons que vraiment les subventions, c'est vraiment la plus petite part de nos entrées d'argent.
puisque c'est plus des dons de gens et de cotisations dont il est fait objet. Le Grand Majlis, c'est un événement très coûteux, mais que les Mahorais eux-mêmes financent. Chaque Mahorais, il a envie de donner son tabarouk pour participer au Majlis, pour pouvoir faire venir les invités. Il y en a qui donnent leurs voitures pour contribuer au transport. Il y en a qui payent les billets. Il y en a qui donnent leur maison pour les invités, pour les accueils. Donc tout ça, c'est des éléments très coûteux. Et sans les Mahorais, nous ne pourrions jamais accueillir ces personnes-là sur place. Donc ce ne sont pas les subventions qui pourraient payer ces billets, ni le repas, ni... Donc c'est une aide, effectivement, qui nous est très... Ça m'intrigue. Excusez-moi, ça m'intrigue parce que de tels événements, parce qu'on a entendu l'ampleur des événements qui sont faits, les conférences qui sont très coûteux d'ailleurs, les grands majlis qui se déroulent 4 à 5 jours des fois, ça m'intrigue parce que comment vous avez fait pour que tout le monde donne un don pour que ça puisse couvrir toutes vos activités. Justement, c'est là où je voulais venir. En fait, les Mahorais aujourd'hui, ils ont compris c'est quoi Moultakanour. Ils ont compris ce que Moultakanour apporte à Mayotte. Et en fait, c'est par amour pour cette île et surtout parce que les Mahorais sont une population très accueillante. Si j'ai pas peur de le dire, je dirais même que c'est la population la plus accueillante du monde parce que un invité, lorsqu'il vient chez nous, on aime que cet invité-là soit satisfait. Donc aujourd'hui, les Mahorais, ils ont compris ça et parce qu'ils ont ça dans leur sang, ils donnent à cœur ouvert, avec joie et avec amour. Et c'est justement ce geste des Mahorais qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à réaliser de tels événements. C'est par amour pour notre île. Voilà, on aime que les bonnes choses arrivent chez nous. Ça me pose encore question. Mais comment vous avez fait concrètement? Comment vous avez fait pour réunir toute la population de Mayotte? Vous me parlez des 4 coins de l'île. Comment vous avez procédé pour arriver à réunir toute une population? Alors, je interviendrai là-dessus. Je disais au départ que l'islam ici à Mayotte, il y a un coin qui est très développé ici. C'est le coin où l'amour du prophète. L'amour du prophète, quand tu as cet amour-là, il faut être honnête. C'est-à-dire que tu contrôles pas. Donc les Mahorais aiment leur prophète. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il ne faut pas l'oublier. Tous les événements, je récapitule, tous les événements qui se déroulent ici, c'est par l'amour du prophète. Et les gens, justement, je me souviens un peu de l'imam de Paris qui est venu ici, lors de son dernier majlis, justement, il avait dit, c'est la première fois où j'apprends comment aimer le prophète. Aux yeux de qui? Qu'est-ce qu'est Mayotte? C'est un petit caillou, comme souvent on dit, un petit caillou qui est perdu dans l'océan Indien, qui lui apprend, lui qui vient de Paris, comment aimer le prophète, alors qu'il a fait toutes ses études là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est compté. Donc, il y a une question qui me tient vraiment à cœur. Quand on parle de Moultakanour, je vois souvent des logos, et d'ailleurs les gens le disent, mais n'arrive pas à comprendre ces logos, des lanternes, les couleurs blanc et vert. Je vois une épingle. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que ça signifie, tous ces logos et ces couleurs plus précisément? Oui, bon, on parlait des logos, du kofia. Les gens nous font les remarques, justement. Ils disent, mais c'est le kofia Moultakanour, c'est le boubou Moultakanour, c'est... Oui, c'est des couleurs Moultakanour. Parce que le Moultakanour, c'est l'islam, et puis l'islam et la paix. Le blanc, c'est la paix, le vert, c'est l'islam. Donc, tout le monde a besoin de paix dans sa vie, et tout le monde a besoin de l'islam dans sa vie. Quand je dis l'islam, c'est cette humanité, cette façon de vivre, vivre ensemble, un bon vivre ensemble. Tout le monde a besoin de ça. Donc nous, si nous avons choisi de montrer des symboles, de montrer des couleurs, c'est pour que les gens puissent avoir aussi des symboles de l'islam, des symboles de la paix à portée de leur vue. Si j'ai un boubou marqué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le jeune, quand il me voit avec le boubou, il se rappelle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je mets
ce pins-là qui symbolise une chaussure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pareillement cette chaussure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été le dessin de la chaussure qui a été reporté sur les kofia. Donc nous avons aussi le gandilé, on appelle ça de la lanterne. D'où vous tenez cette lanterne? Tout ça c'est la lumière. L'idée c'est rejeter la lumière de l'islam. Donc si nous avons voulu mettre tous ces symboles en avant, c'est pour que les gens puissent avoir des symboles à voir pour représenter leur islam. Pareillement, quand vous allez en métropole ou quelque part, vous avez des signes de croix partout, vous avez des croix partout, vous avez des éléments qui rappellent la religion juive. Même dans plein, à la télé, partout, vous avez des éléments qui rappellent la religion juive. Mais quand est-ce qu'on va avoir des éléments qui rappellent la religion musulmane? Donc c'est aussi pour ça que Moutakanour montre des signes pour que les gens se rappellent de la religion musulmane, tout simplement. Et d'ailleurs, vous avez le cercle là. Qui symbolise ce cercle? Quel cercle? Le cercle. Et vous avez dans votre logo un cercle comme ça. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Voilà, c'est juste le symbole de liaison, la relation. Donc quand on dit Multakanour, c'est la rencontre dans la lumière. Donc il y a cette communion dans la lumière. Donc l'idée de communion, d'échange dans la lumière. Donc ce partage. Donc c'est pour ça qu'il y a ce cercle qui longe un peu le logo de Multakanour. Et aussi juste pour ajouter par rapport en fait à son épingle, si l'on peut dire, il faut savoir aussi que si on a pu imiter la chaussure du prophète sallam, c'est qu'elle existe en fait réellement et qu'on les a gardées en fait jusqu'alors dans les musées. Voilà. Et c'est juste un peu pour les symboles. Justement, ces symboles, c'est pas que Moutakanour. Il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui les utilisent. On le voit qu'à Mayotte. On le voit qu'à Mayotte parce qu'on est qu'à Mayotte. C'est ça ce que j'ai dit au départ, c'est qu'on est souvent, on regarde notre nombril. On n'a pas de regard international. Exactement. Et Indonésie, par exemple, c'est... Dar el-Mustafa. Oui, en Égypte, il n'y a pas que ça. Il y a les bagues qui ont tous ces symboles. Donc, pourquoi un symbole? Justement, les symboles, c'est justement pour attirer le regard. C'est attirer l'autre, pour montrer que, tiens, c'est l'islam. On est dans un monde justement de symboles, il y en a beaucoup. Mais l'islam, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Souvent, on montre la lune, c'est tout. Mais cela, le prophète, pour rappeler juste une chose, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, on appelle les gens vers leur prophète. Il faut se poser la question. Pourquoi? Et comment il faut faire? C'est toute une philosophie. Moutakanour, tous les mamans, les jeunes, ils font des réunions tous les jours pour penser pourquoi les gens, comment faire pour que les gens s'intéressent. Donc, ça, ce sont des messages. D'où aussi, excusez-moi, en fait, le concours en fait, de poésie qu'on organise chaque année pour faire en fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En langue mahoraise, concours de poésie en langue mahoraise, donc en chimaoré et en chibouchi. Donc un concours de poésie en chimaoré et en chibouchi et qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment pour vous dire que nous encourageons pareillement l'écriture de la langue mahoraise, l'écriture de la langue chibouchi et l'écriture de la langue du chimaoré. Donc c'est aussi un des chevaux de bataille de Multakanour sur lequel nous rejoignons l'association Chimé. D'accord. Je sais certainement qu'il y a beaucoup de points à développer, mais nous arrivons à terme de notre émission. Je remercie à chacun d'entre vous d'être venu et d'avoir participé, de jouer le jeu. Peut-être qu'on se retrouvera dans une nouvelle émission. Je vous remercie. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.